Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Aléchou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, messieurs, bonjour, Quay. En cette tournée estivale de Coconut Podcast sur la route, eh bien, nous sommes dans la magnifique région de la capitale nationale, plus précisément dans le quartier Saint-Roch, messieurs, dames. Et aujourd'hui, on rencontre une autre personnalité de marque. Si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire une découverte incroyable. Mais pour ceux qui résident dans le 418, vous le connaissez assurément. Dans un premier temps, on peut dire qu'il est un académicien. Il a été même membre de comité défendant les auxiliaires de recherche à l'Université Laval. Il travaille également au gouvernement, pour ne pas le dire au Conseil du Trésor. Mais surtout, messieurs, dames, il est un homme impliqué dans la ville de Québec. C'est avec un immense plaisir que nous recevons, mais je dis bien, messieurs, dames, monsieur Mbaï Hadji Mbarawaye à l'émission Coconut Podcast. S'il vous plaît, roulement de tambour. Mbaï. Bonjour Ali. Comment ça va? Très bien, quelle présentation, est-ce que je la mérite? Je sais pas, mais je te dis merci et puis je salue aussi toute ton équipe qui est aujourd'hui à Québec et surtout à Saint-Roch, un quartier qui me tient à cœur. Ben écoute, ça nous fait plaisir que de te recevoir à Coconut Podcast. Écoute, d'après les recherches de Coconut Podcast, je sais que tu es originaire du Tchad. Je vais m'essayer. On va voir si tu comprends un peu. Si je te dis salam alaikum. Alaikum salam. Ah, super. Alors, tu as été au Tchad, toi? Ben écoute, je connais quand même N'Djamena. Ah, c'est bien. Je connais beaucoup de Tchadiens. Je compte m'y rendre, mais je peux te dire que j'ai mangé à la tchadienne, les grands plats, tout le monde assis autour. Le kissar avec le gombo. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc écoute, Ben, on va aller ensemble au Tchad alors. Ben je pense bien, puis on a un ami qui avait étudié à la ville de Québec, qui avait même travaillé dans différents ministères. Qui ça? Yacoub Ndiaye. Ah, mais Yacoub, je le connais très bien. On a étudié ensemble. Ah ben. On a fait l'école secondaire avec Yacoub. Ah ben. Et je l'ai retrouvé ici à Québec quand j'étais arrivé en 2007. Oui, je l'ai retrouvé ici. Ah, fait que vous avez étudié ensemble. Ben oui, à l'Université Laval, okay, ouais. Alma Mater, donc... un grand révolutionnaire, mettons. Ben écoute, il veut le changement, il veut le changement. Mbaï, oui. La question qu'on pose à tous nos invités, écoute, comment ça va? Ça va très bien. Dans les circonstances, avec le déconfinement, ça va de mieux en mieux. Mm-hmm. Bon, il y a la 4e vague qui s'annonce, mais bon, on espère qu'on échappera à ça, là. Moi, j'ai pris mes 2 doses. Je sais pas si tu l'as pris. Moi, j'ai pris mes 2 doses. Comme super. Je dis, je suis Pfizer 2 fois. On attend la 3e. Ben, on va espérer que les 2 doses suffisent. Non, mais il faut toujours garder l'espoir. Oui, je pense qu'il faut toujours garder l'espoir dans tout ce que nous faisons, dans nos luttes, dans ce que tu fais aussi. Moi, je trouvais magnifique le tour de Québec que tu as fait jusqu'aux îles de la Maldaine. Je suis jaloux, hein. Je suis jamais allé là-bas. Ben, écoute, je pense qu'on va faire une caravane et on va amener différentes personnalités de la diversité du vivre ensemble. Je pense que ce serait très intéressant. Mais merci de nous faire découvrir aussi par vos auditeurs. Je pense que c'est important aussi. Tout est centré sur Montréal, dans le fond. Il faut sortir un peu de Montréal comme tu le fais. C'est bien. Écoute, faut qu'on se le dise. Le Québec, c'est pas juste Montréal. Tout à fait. OK. Donc, Mbaï, vraiment content d'être avec toi. Tu es cette personnalité qui fait changer les choses à Québec. Dans un premier temps, on est en pleine crise sanitaire. Pandémie, on sait pas si ça va se résorber de sitôt. On nous parle de passeport vaccinal.
Comment as-tu vécu ceci sur le plan personnel, mais également professionnel? C'était difficile, le confinement. Moi, je suis un homme sociable. Hein. J'aime ça rencontrer les gens, jaser avec les gens, rester à la maison, travailler. On était en télétravail. Nous sommes encore en télétravail depuis mars 2020. J'ai aimé ça au début. Vers la fin, je suis un peu tanné, admettons. Fait que les collègues me manquaient, le contact manquait, l'implication. Moi, j'aime ça m'impliquer dans la société. L'implication manquait. Fait que c'était un peu difficile, mais ça valait le coup. S'il fallait faire ce sacrifice pour s'en sortir, bon, on l'a fait. Puis je pense que, voilà, ça a porté fruit. Nous sommes en train de sortir de la pandémie, tant mieux. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, même s'il y a des anti-vaccins, globalement, je pense que le Québec a fait preuve de solidarité. N'eût été ce qui s'est passé dans les CHSLD, on s'en serait très bien sorti dans l'ensemble. Et je pense que oui, on a serré les coudes, nous nous sommes serrés les coudes et voilà, on tend vers la fin, tant mieux. On est content d'apprendre ça, Mbahi. Surtout toi, tu es un grand frère, je dirais, pour plusieurs personnes issues de l'immigration qui arrivent à Québec. Est-ce que tu as dû redoubler d'ardeur pour apporter ton soutien à ces différentes actrices et acteurs du changement dans la société de la ville de Québec? Tu as fait une présentation très élogieuse qui me gêne un peu. Je me qualifie de citoyen qui s'implique pour changer les choses à son niveau avec les autres. Le changement se fait toujours collectivement, pas individuellement. Pendant la pandémie et même avant, je me suis beaucoup concentré sur mon émission que j'anime à CKIA FM, Dignité Noire. Fait que c'était difficile, on avait arrêté l'émission au début de la pandémie, mais on l'a reprise en prod, on faisait la production de chez nous. On peut plus aller au studio, mais c'est fait qu'on a quand même continué la lutte. C'était pendant le Black Lives Matter, la mort de George Floyd, tout ce qui s'en est suivi. Ça aurait été dommage de ne pas couvrir ces événements-là. Fait qu'on était quand même là. En plus de la pandémie, pour les communautés noires, c'était difficile de voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui a entouré la mort de George Floyd. Fait qu'on était là pour en parler. Je pense que ça, c'est un réconfort qu'on a apporté à la communauté, mais aussi à toute la ville de Québec qui se cherchait des réponses à ces événements-là. Même si l'audimat de CKIA FM n'est pas énorme, on a quand même pu apporter des réponses à certaines personnes. Fait que voilà, on n'a pas arrêté. On a continué pendant la pandémie et on continue encore, même cet été, on continue encore à animer. Fait que c'est un peu notre rapport, disons. Super. On va en parler un peu plus loin de Dignité Noire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important là à Québec. Mais Mbahi, maintenant, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et je dis bien, c'est bien parce qu'ils ne sont pas passés par le 418, le code régional original de Québec, là, on peut le dire ainsi. Mbahi, toi, on l'a dit, tu es né sur le continent mère, en Afrique, plus précisément au Tchad. Et écoute, moi j'ai eu la chance, comme on l'a échangé en début d'entrevue, de connaître la culture tchadienne, vraiment quelque chose d'intéressant. Et même on partage, nous, les Haïtiens, une histoire intéressante avec le Tchad, puisqu'un des grands premiers ministres du Tchad, l'un des premiers, je pense, eh bien, avait des origines haïtiennes, entre autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais. Mbahi, tu es né à N'Djamena, qui est la capitale du Tchad. Écoute, tu vas y faire tes études primaires, si on le veut, les cours élémentaires, cours moyens 1, 2, hein, le système assurément français. Et par la suite, bon, il y a certains soubresauts au niveau politique au Tchad à cette époque. Et là, avec ta famille, dans un premier temps, bon, vous allez, entre autres, vous installer au Cameroun. Et oui, peux-tu nous faire un peu le parcours là? Pour revenir sur le lien Haïti, Tchad et Afrique en général, au début des indépendances africaines, là, pour les pays francophones surtout, dans les années 60, ou même pendant la colonisation française, beaucoup d'intellectuels, d'enseignants haïtiens étaient en Afrique pour enseigner. Félix Eboué, par exemple, qui était antillais, il était premier ministre au Tchad. Fait qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens au début qu'on envoyait dans les colonies pour enseigner. Fait que oui, on connaissait les Haïtiens déjà avant l'indépendance, même en 1960. Donc il y avait des Haïtiens au Tchad aussi. Alors ce n'est qu'un retour là. Oui, c'est ça. Moi j'étais allé en Haïti en 2008.
Ok. J'ai visité Haïti, j'étais allé à Fort-la-Liberté. Parce que Fort-la-Liberté, dans la tragédie du roi Christophe, on parlait de cette région-là. Moi, j'ai vu ça au lycée. Un et puis, féru d'histoire, j'étais arrivé à Fort-la-Liberté, ça m'a rappelé toute cette histoire-là qu'on a appris à l'école. Haïti, ça représente quelque chose pour les Africains quand même. Le premier pays libéré, indépendant, libéré par les Noirs, les esclaves africains. Ça a quelque chose, dans la mythologie noire, Haïti représente beaucoup de choses pour nous. Fait que j'ai tenu à aller en Haïti en 2008 pour cela. Alors pour parler de moi, j'étais allé au Cameroun pour étudier, pas comme réfugié plutôt. Moi j'ai passé toute ma vie au Tchad. Pendant la guerre en 79 au Tchad que tu connais, nous on était en N'Djamena, donc on s'est réfugié dans le sud du Tchad. Alors j'ai connu la guerre quand j'étais jeune. Hein. Bodo, à Bodo, mon village. Mais tu as bien fait ta recherche. Ça c'est dans le sud, ouais. Dans le sud, vers la frontière avec la Centrafrique. Alors j'ai connu la guerre quand j'étais enfant et je ne conseille la guerre à personne. Je déteste la guerre. Il y a la pire des choses qui existent sur la terre, c'est la guerre. Il faut jamais souhaiter la guerre. Moi, je l'ai connu enfant et ça me marque encore. Fait que vaut mieux, je veux dire, une très mauvaise solution que la guerre. Fait que j'ai vécu la guerre à Bodo. Après, on est remonté à N'Djamena quand la guerre s'est calmée, quand la situation politique s'est calmée. Je suis revenu à N'Djamena, j'y ai passé, j'ai commencé, j'ai fait mes études primaires, secondaires. Universitaire? Non, j'ai fini le bac. Le bac, ok. Ouais. Puis je suis allé au Cameroun. Okay. Fait que j'ai étudié au Cameroun 4 ans. Je suis revenu au Tchad travailler une année. Okay. Puis je suis parti en Belgique. À Anvers. À Anvers, la ville diamantifère. Mais j'ai pas commercé le diamant. Anvers, pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de Bruxelles. C'est au nord de Bruxelles, Anvers. Très belle ville en passant. Okay. Moi j'ai adoré ça, mon séjour là-bas, même si c'est pas un francophone. Hein. Ouais, c'est ça, c'est quoi, c'est la Flandre? C'est la Flandre, ils parlent le néerlandais. Oui, bien sûr. Oui. Mais le programme était en français. C'était un programme bilingue, une année en anglais, une année en français, destiné surtout aux ressortissants des pays du Sud. Okay. Fait que moi j'ai fait le programme en français. Puis après j'ai fait une maîtrise en gouvernance et développement. Voilà, okay. Après, je suis allé à Amiens, en France. Okay, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques, savoir et pratique du politique, comme toi. Ensuite, une autre maîtrise en évaluation des politiques publiques. Mais là, le support de tes parents dans toute cette quête de savoir, est-ce que c'est grand-papa qui t'avait dit, mon enfant, tu feras de brillantes études, ou c'était papa, maman qui étaient vraiment des gens qui te poussaient vers cette voie, ou un cousin que tu as vu emprunter la voie des études? On aimerait t'entendre parce que ce sont de brillantes études, chose que tu ne dis pas. Tu arrives au Québec en 2007 et tu vas quand même obtenir, en tout cas, un doctorat également dans le domaine. Je l'ai pas encore eu. Hein. Pas encore, mais t'as commencé. J'ai fait 3 ans de doctorat. Après, j'ai commencé à travailler. C'est mon père. Okay. Mon père était né aux études là. Il nous a dit quelque chose. Il est déjà décédé il y a 2 ans. Il nous a dit quelque chose qui m'a toujours marqué, qui nous a marqué nous tous dans la famille. Il dit il faut tenir à bras le corps l'école. Super. Parce qu'il va mourir et notre maman mourra, mais l'école sera notre père et notre mère. Et là, moi, j'ai étudié, j'ai trop étudié même parfois. Fait que j'ai étudié, j'ai fini, j'ai fait 2 maîtrises à Amiens en France. Après, je suis venu ici pour un doctorat en sciences politiques. J'ai fait 3 ans. J'étais arrivé 2 ans après ton départ de l'université Laval. Bien sûr. Fait que j'ai fait 3 ans de sciences politiques en doctorat. Puis j'ai été retenu au gouvernement du Québec. Fait que je suis allé travailler, j'ai suspendu mon doctorat. Puis d'une suspension temporaire, ça devient une suspension permanente. Mais là, écoute. Mais je nourris toujours le rêve de terminer mon doctorat. Non pas parce que je veux, avoir le diplôme ou enseigner à l'université, mais par amour du savoir. Moi, j'aime ça beaucoup, apprendre. Je suis toujours assoiffé de savoir. Et même dans tout ce que je fais, même dans mon militantisme, dans l'animation que je fais à la radio, je me base toujours sur les recherches scientifiques parce que je trouve que tout doit partir des données probantes. C'est important de se baser sur les faits si on veut faire du changement social, si on veut informer les gens objectivement. Fait que le savoir, surtout le savoir, moi j'ai découvert ici en Occident la question noire, la question du racisme, les conditions des Noirs. Mais ça remonte à Anvers, entre autres, lors d'un contrôle t'as raison. De papier. Ouais. Écoute, c'est quand même une ville pas mal multiculturelle, là, on dirait. Anvers, ouais, quand même. Mais en même temps, tu sais, les gens opposent souvent diversité et racisme. Non, la diversité et le racisme font bon ménage. N'est-ce pas? Moi, je dis toujours aux gens, et c'est l'erreur que les gens font même ici à Québec, où on fait la promotion de la diversité pour lutter contre le racisme, c'est faux. C'est pas vrai. Le racisme est le régime
de gestion hiérarchisée de la diversité. Pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait diversité. Et donc, à Anvers, c'est une ville riche, donc il y avait beaucoup de gens là-bas. Il y avait beaucoup de communautés culturelles des Chinois, des Africains, des Turcs, etc. J'ai été contrôlé, un contrôle de faciès. Fait que ça m'a marqué quand même. J'ai mis 10 ans pour m'en remettre. Ça, je sais pas, le racisme. Moi, quand j'étais en Afrique, c'est la colonisation qu'on apprenait à l'école, la lutte coloniale, anticolonialiste, oui. Mais le racisme, bête comme ça, moi, je l'ai jamais vécu. Fait que ça, j'ai mis 10 ans pour m'en remettre et c'est quand je suis arrivé à Québec par l'implication communautaire, je me suis impliqué pour lutter contre ça et c'est ça qui m'a soulagé, m'a guéri finalement. Tu parles de recherche, d'implication. Écoute, à un certain moment, avec les études que tu fais, tu es amené à être auxiliaire de recherche, tu vas être dans ce giron et là, tu vas t'impliquer au niveau du syndicat pour défendre, parce que les conditions de travail peut-être n'étaient pas celles que l'ensemble du groupe souhaitait. Alors toi, tu vas t'assurer de faire de la représentation en ce sens, mais il a peur également à ce même moment que tu deviens, je pourrais te dire, un fin connaisseur des souterrains de l'université Laval. Alors là, j'aimerais que tu nous en parles, Mbaye. Qu'est-ce qui t'a appris ça? Les recherches de Coconut Podcast. Mais j'avoue, quand j'étais arrivé en 2007-2008, c'était l'hiver le plus taf, là. Fait que j'ai arpenté les couloirs de l'université, là. Tout l'hiver, j'étais pas sorti, moi. Mais parlant de l'implication syndicale, oui, quand j'étais à l'université, là, il y avait un groupe d'assistants de recherche qui ont parti le SAR, syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement. Fait que je me suis impliqué 2 ans là-dedans. J'ai siégé sur le comité de surveillance. Donc, on assurait un peu la gestion de la qualité, hein, comment les processus sont menés pour respecter les processus, tout ça. J'ai fait 2 ans après, je suis allé en Alberta pour apprendre l'anglais. Parce qu'en sciences politiques, tout était en anglais, hein. Fait que j'étais obligé d'aller apprendre l'anglais. Fait que j'ai fait 2 ans de syndicalisme à l'université. Outre l'implication au sein de l'association des étudiants de sciences politiques, gradués de sciences politiques aussi. Ouais. Fait que j'ai fait un peu ça à l'université avant de sortir de l'université, de m'impliquer en politique, de m'impliquer dans la communauté. Ouais, c'est ça, parce que tu vas quand même choisir de t'installer dans un quartier effervescent. Ouais. Hein, on est dans les années 2010, à peu près début des années 2010, mi de celle-ci. Et là, tu t'installes dans le quartier Saint-Roch. Je suis Saint-Roch. Moi, je suis arrivé à Québec en août 2007. Ouais. Puis au printemps, à l'automne, j'ai un ami qui m'a amené. Il habitait Saint-Sauveur. Pas trop loin. Voilà, et on a descendu par ici, par la rue de la Couronne. Puis on a traversé la rue, le quartier Saint-Roch. On est allé à Saint-Sauveur. Puis ça ressemblait à un quartier que j'adorais à Amiens en France, Saint-Leu. Ça s'appelle le quartier Saint-Leu. C'est un quartier exactement comme celui-ci, avec beaucoup de couleurs, avec de l'histoire. C'était un ancien quartier ouvrier, très communiste à Saint-Leu. Exactement. Fait que j'ai retrouvé Saint-Leu ici. J'ai adoré ce quartier. Fait que quand il fallait sortir de l'université, j'ai trouvé un appartement ici sur la rue Notre-Dame-des-Anges, qui en passant était la rue de la prostitution à l'époque. Comme on dit. Alors j'aime l'histoire aussi. Oui, j'adore voilà, l'histoire. exact. Un féru d'histoire, c'est intéressant. Et là, une fois que t'es dans ce quartier, c'est un quartier, il y a un pôle du multimédia. Ouais. Vous avez un des pavillons de l'université Laval pour tout ce qui est communication graphique, art graphique, la fabrique. On a l'ENAP pas trop loin. En face, très vivant. Oui, voilà. C'est hyper, tu sais, Ubisoft. Un quartier vivant, quand même. Voilà, dans le coin. Et toi, tu vas déjà t'impliquer sur la table de quartier. Ouais. Hein? Ça, c'est intéressant. Le conseil de quartier de Saint-Roch. Qu'on appelle pour la petite histoire, moi, j'aime m'impliquer. Quand je m'implique pas, c'est un peu plate, là. La vie n'est pas bonne quand je m'implique pas. Alors, j'ai commencé à travailler en 2011. Janvier 2011, j'étais avec ma blonde de l'époque, j'avais un bon salaire, la vie était bien, mais je m'ennuyais. Il y a quelque chose qui manquait. Fait que là, j'ai vu passer un dépliant. Ils m'ont remis un dépliant dans ma boîte aux lettres, annonçant une consultation du conseil de quartier de Saint-Roch. Je me suis rendu au conseil de quartier, j'ai aimé ça. Après, je les ai approchés, ils ont dit qu'il y avait... vice-président, ça? Oui, ils m'avaient dit qu'il y avait un poste d'administrateur vacant. Fait que j'ai candidaté, on m'a retenu, j'étais administrateur, après vice-président, président. J'ai fait 4 ou 5 ans, là. Mais tu dis que ton intégration à Québec n'a pas de commune mesure avec ce que tu as vécu, connu en Europe. C'est vrai. T'as pu t'intégrer d'une manière, mais même toi, tu en restes des fois, malgré que tu es conscient des biais et des difficultés,
mais tu dis que au Québec, là, il y a un bon fond, il y a quelque chose à travailler. Non, il faut l'admettre quand même. Je me dis, oui, je suis très critique. Tu sais, moi, je m'inspire de la tradition critique noire, du mouvement noir, hein, la tradition intellectuelle critique noire. Donc, je suis très critique. Peut-être tu as vu sûrement en écoutant mes émissions, mais il faut admettre aussi les choses positives. Oui. Puis je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui m'a ouvert pas mal de portes. Ici au centre-ville de Québec, Saint-Roch, Saint-Sauveur, c'est quand même des quartiers très militants. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, il y a beaucoup de communautés culturelles. Fait que, ne serait-ce que pour ces quartiers-là, je dois admettre que oui, j'ai pu faire ma place parce que je suis sorti aussi de chez moi. Je pense qu'il faut aussi parfois sortir de son cocon, aller dans son milieu pour ouvrir des portes. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que voilà, je me suis impliqué comme administrateur jusqu'à être président du conseil des quartiers de Saint-Roch. Après, j'étais sur la fabrique de l'église de Saint-Roch. Oui, mais c'est ça. J'ai fait 4 ans. Là. Oui, j'étais marguillier aussi parce que j'ai un côté chrétien aussi, chrétien engagé quand même. Mais j'ai la question là parce qu'on sait que au Tchad, bon, c'est quand même un pays à forte dominance musulmane, n'est-ce pas? Mais en voyant que tu étais marguillier ici à Québec, bon, je me suis dit ça c'est la fabrique de Saint-Roch. C'est l'église catholique. On a rencontré monsieur le cardinal Cyprien Lacroix l'été dernier ici à Québec, à Coconut Podcast. Puis là, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il est musulman devenu chrétien? Voilà. Non, mais au Tchad, la majorité est musulmane, bien sûr. Mais il y a une forte proportion de chrétiens aussi, d'animistes, comme on appelle animistes. Là, j'aime pas le terme parce que c'est des gens qui ont des religions traditionnelles. Moi, je ne pense pas que nos religions traditionnelles en Afrique soient inférieures au christianisme, à l'islam. Non. Nous avons des religions, nous croyons qu'il y a un être suprême, comme les chrétiens, comme les musulmans. Puis moi, ça me gênerait pas d'aller dans un temple vaudou, par exemple. On a un panthéon, n'est-ce pas? Donc, on a aussi des gens qui ont des religions traditionnelles là-bas. Non, je suis chrétien depuis le bas âge. Et je continue ici à Québec, bien sûr. Fait que j'étais marguillier aussi à la paroisse de Saint-Roch. Parallèlement à ça, je me suis beaucoup impliqué aussi dans la communauté noire et africaine de la ville de Québec. Ouais, c'est ça. On a créé le Conseil panafricain de Québec. Parce que moi, je me dis toujours, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut s'organiser pour le changer. Alors quand j'étais arrivé au Québec... T'es dans l'action, toi. Ben oui, il faut toujours, parce que personne ne va changer notre condition à notre place. Puis quand j'étais arrivé, on se plaignait. Moi, j'écoutais autour de moi la condition des Africains, des Noirs. Les gens se plaignaient. J'ai dit, bon, mais organisons-nous, mettons-nous ensemble. Puis avec 3 autres amis, on était 4, on a commencé à penser ça, cet organisme-là. On dit, bon, faut s'unir parce qu'il y avait des associations par pays, hein. Associations de tel pays, Haïti, Congo, Tchad, machin truc. Fait qu'on s'est mis ensemble, on dit bon, on va laisser les associations nationales, on va créer quelque chose de supra-africain. Fait qu'on a créé le Conseil panafricain de Québec. J'ai fait 2 ans après, j'ai quitté. Moi, je reste pas longtemps. J'ai fait 2, 3 ans, 4 ans et puis je cède la place aux autres aussi, exactement. Fait que j'ai fait 2 ans là comme vice-président du Conseil panafricain de Québec. Puis après, j'ai créé la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs sur le modèle de la table ronde des mois de l'histoire des Noirs de Montréal. Je me suis inspiré pratiquement de ça parce que je suivais avec Michael Farkas, tout ça. Ouais, Michael Farkas, exactement. J'ai invité Michael Farkas ici. Fait que voilà, on a créé le Conseil panafricain de la table de concertation pour parler de la question noire. On a le pendant également dans le bas du fleuve, le bas Saint-Laurent. Exactement. Lénine, au Saguenay aussi, il y en a, à Gatineau, ça se crée un peu partout. Super. Fait que voilà, moi, l'une des grandes satisfactions que j'ai eues, il y a un jeune noir qui m'a abordé, il m'a dit vraiment, ça fait plaisir d'entendre parler de noirs à Québec. C'était il y a 4 ans ou 5 ans. Ouais. Parce que nos jeunes ici, ils rasaient le mur, les gens n'osaient pas parler des choses. Moi, je viens, moi, j'ai pas peur de parler des choses, là. Je suis respectueux de tout le monde. Tu sais, je ne dénigre pas les gens, mais je dis la vérité. Faut s'affirmer, il faut prendre sa place. Parce que personne ne va céder sa place. Faut la prendre. Puis je suis dans cette dynamique-là. Fait que voilà. C'est des choses comme ça que je fais. Puis après ça, j'ai créé l'émission Dignité Noire que tu connais pour continuer la question noire qui me parlait de la question noire. C'est intéressant parce que CKIA quand même diffuse là, tu vois, dans la région. C'est suivi. D'ailleurs, on n'est pas trop loin. C'est quoi en bas? Ouais, c'est sur dans le Vieux-Québec là. On était ici à Saint-Roch, mais là on est rendu au Vieux-Québec. Fait que oui, CKIA c'est une radio antiraciste, progressiste, féministe. Il ouvre la porte à beaucoup de luttes. Et moi j'aime ça. CKIA ouvre la porte à beaucoup de luttes. On est capté dans un rayon de 83 km autour de la ville de Québec. On n'a pas la grosse audience des grandes chaînes de médias, mais au moins il y a un public qui nous écoute. Puis ça nous permet de passer notre message. Moi j'ai dit,
toute petite opportunité que nous avons, saisissons-la pour parler de notre condition. N'attendons pas d'être à TVA, Radio-Canada, non. C'est l'optique de Coconut. Coconut, évidemment, c'est un peu comme ça ce que vous faites aussi. Fait que voilà, ça fait 2 ans et demi que j'anime cette émission qui vise justement à changer les mentalités, à conscientiser à la fois les populations noires et blanches de la ville de Québec. C'est ce qu'on fait avec beaucoup de plaisir. Conscient, est-ce que aujourd'hui, tu t'attendais à cette réaction quand tu vois des jeunes qui disent « Waouh, finalement, on donne la place, une plus grande place aux Noirs. » Est-ce que même Dignité Noire va contribuer à sensibiliser certains hommes politiques, femmes politiques, entre autres? On a vu le maire Labaume qui a participé avec Webster au dévoilement de cette plaque sur Olivier Lejeune. Oui. Mais bon, déjà, le travail que tu fais en fond, là, est-ce que tu sens que vraiment ça je sais pas si je suis bien placé pour évaluer ce que je fais, mais c'est une petite contribution, hein. Je pense que les gens comme Webster, d'autres organisations font plein de choses. Webster c'est l'un des premiers qui a commencé cette lutte là à Québec. Puis on a pris la relève, il m'a donné un coup de main, un sacré coup de main pour créer la table de concertation du monde de l'histoire des Noirs aussi. C'est un frangin, on est souvent en contact. Fait que je pense que c'est une petite goutte d'eau qu'on apporte à la mare du militantisme de beaucoup de gens. Les changements est très lent à Québec, il faut l'admettre là, c'est trop lent. Mais on ne lâche pas. Les mentalités commencent à s'ouvrir. Les gens commencent à ouvrir les yeux parce qu'on ose prendre la parole. L'importance de prendre la parole. Moi, je vois dans notre communauté beaucoup de gens qui ont peur de prendre la parole. C'est des peurs légitimes. Ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur d'être mal vus, etc. Peut-être qu'ils sont pas bien outillés pour prendre la parole. C'est normal. Mais il faut moi, j'ai dit toujours, ce que j'ai fait à Dignité Noire, lisez sur votre histoire. Notre communauté est un désert culturel, les gens ne lisent pas. Quand tu lis, quand tu connais, tu as l'assurance de parler. N'est-ce pas? Fait que moi, j'ai dit aux gens, prenez la parole, parlez. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas notre condition. Il faut le leur dire, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a fait à Dignité Noire. Puis bon, tant mieux si les gens ouvrent les yeux. Mais on va continuer la lutte jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Donc voilà, moi je continue cette lutte dans les médias, mais aussi en politique. N'est-ce pas? Je m'intéresse beaucoup à la politique parce que je pense que la politique est un outil de changement. Il faut que nous en saisissions. Toutes les minorités d'ailleurs. D'ailleurs, on voit carrément que toi t'es dans l'action et tu vas t'impliquer et même te hisser au sein du conseil d'administration d'un parti qui va fusionner aujourd'hui, qu'on connaît sous l'appellation Démocratie Québec, avec son chef, monsieur Rousseau, Jean Rousseau, n'est-ce pas? Un bon ami. À Québec autrement. Déjà là, le fait de t'impliquer, est-ce que tu as dû y réfléchir comme d'autres le font dans la communauté? Ouais, mais là, j'occupe un poste au gouvernement, je suis impliqué, que vont penser les gens? Est-ce que très bonne question, très bonne question. Moi, la politique, c'est d'abord la politique qui m'intéresse à la base. C'est le militantisme communautaire contre le racisme. Ça m'a rencontré en Occident, là. Dès 10 ans, au Tchad, dès 10 ans, c'était sous Hissène Habré, que tu connais, je me suis dit que j'allais faire la politique, dès 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la guerre, n'est-ce pas? Moi, j'ai vécu la guerre et j'avais eu faim, hein. Il y a des jours où je ne mangeais pas. Je me rappelle très bien, pendant la guerre, on était au village, la guerre était venue nous rejoindre au village, on a fui en brousse et on n'avait pas à manger. On a creusé des racines, on a mangé des racines, on a creusé la terre à la main pour arracher des racines et manger. Tu as vécu ça? On a vécu ça, la guerre. C'est pourquoi j'ai dit la guerre, c'est la pire des choses qui existent. Alors, j'ai vécu tout ça. Et très tôt, mon père nous a beaucoup conscientisés parce que il amenait des journaux à la maison. On a vu ce que la politique peut faire de mauvais. Et là, ça m'a motivé à m'intéresser à la politique. Et donc, dès 10 ans, je me suis dit, je vais entrer en politique pour faire autrement que ce que les gens nous ont fait. Et donc, dès 10 ans, moi, je me suis dit, je vais faire la politique. Donc, quand j'étais arrivé ici, raison pour laquelle je me suis engagé aussi à l'université, j'ai étudié les sciences politiques. Donc, quand je suis arrivé ici, à la même année où j'ai commencé à m'impliquer sur le conseil des quartiers, je me suis engagé à Québec autrement. J'ai vu qu'il y avait un parti qui se mettait en place parce qu'à l'époque, Labaume était comme un empereur ici. Il insultait tout le monde, il faisait ce qu'il voulait. Moi, j'étais allergique à la dictature, à la dictature. parce que j'ai vécu, j'ai vécu sous la dictature. Fait que je suis allergique à tout chef dictateur qui s'impose. Fait que moi, j'avais vu ça. Il dit, mais comment se fait-il qu'on le laisse faire ça? Et puis, j'avais lu dans Le Soleil qu'il y avait des citoyens qui s'organisaient pour créer un parti.
Fait que moi, j'avais écrit, je savais pas comment les contacter. Fait que j'ai écrit à Anne Guérette, qui était la conseillère municipale, la seule conseillère, je pense, de l'époque. Puis elle m'a référé à ce groupe-là. Fait qu'ils m'ont invité à leur réunion, je les ai rencontrés. Après, on a créé le parti. J'ai siégé sur le conseil d'administration de Québec Autrement, qui va fusionner. On a créé ça ensemble avec d'autres, là. Puis, en 2013, on va fusionner avec Démocratie Québec de Madame Guérette. Je vais faire ma première campagne municipale ici à Saint-Roch-Saint-Sauveur avec un autre candidat. Puis en 2017, je veux me présenter moi-même comme candidat. Il y avait 4 candidats et j'étais arrivé deuxième. Je dis, c'est quand même pas mauvais. Dans Saint-Roch? Dans Saint-Roch, avec le candidat d'équipe La Baume. La Baume, Monsieur Lachance, là. Oui, Monsieur Lachance, Jean-Pierre-Luc Lachance. Je n'enlève rien à sa popularité, à son travail, mais La Baume était si populaire que, voilà. On présentait un mouton avec lui, il allait gagner, quoi. Il faut le reconnaître. C'est intéressant. Tu me dis quand même, Pierre-Luc Lachance, quand même, équipe La Baume, connu, on l'a reçu à Coconut Podcast. Okay. Et toi, homme noir, issu de communautés culturelles, tu es arrivé en deuxième position. J'avais eu, Pierre-Luc Lachance avait eu 46, moi j'ai eu 31%. Quand même, arrivé deuxième, pas mal, oui. Mais les gens me disaient, avant de commencer, certaines personnes me disaient, tu perds ton temps à Québec, ils vont jamais élire un noir. Je dis, bon, je m'en fiche. Un jour, ils l'éliront, il faut quand même commencer. Moi, j'ai dit, t'as un peu de boucardio, peut-être qu'ils vont pas élire un noir, mais je m'en fous, il faut commencer quand même. Il faut habituer les noirs à oser, et il faut habituer les blancs à voir des candidats noirs. Comme ça, peut-être dans 10 ans, 20 ans, ils vont élire un conseiller noir, enfin. Fait que voilà, moi, je suis dans cette dynamique-là. Je m'attends pas à ce qu'on m'ouvre une porte. Moi, je force les portes. C'est bien ça. On aime. Il faut forcer les portes. Et puis, en faisant un effort, les gens vont s'impliquer. Moi, dans ma campagne, en 2017, c'était des blancs qui ont fait ma campagne. Il y avait pas de personnes noires, là. Tu sais, notre communauté, les gens sont pas habitués à s'impliquer à ce niveau-là, fait qu'ils étaient un peu dans l'attentisme. Je leur reproche pas ça, c'est normal. Mais c'était des personnes blanches qui me donnaient un coup de main. Quand on prend le risque, on trouve toujours des gens qui nous tendent la main. Fait que c'est ce qu'il faut toujours faire. Moi, j'encourage ça, oui. Pareil, écoute, on a fait la campagne, toi aussi, tu étais impliqué en politique, là. Ouais, c'est ça. On était candidats et il y avait des frères et sœurs blancs qui étaient, même c'était eux qui étaient à la tête de la campagne. C'est ça. Donc, il y a des personnes de bonne volonté, peut-être qu'ils sont pas nombreux ou ils veulent pas se dévoiler, mais quand ils nous voient oser prendre la parole, ils nous soutiennent. Et puis je pense que oui, ça, il faut aussi savoir témoin de la reconnaissance, de la gratitude à l'égard de ses frères et sœurs blanches qui nous soutiennent. N'est-ce pas? Comme dit James Baldwin, la discrimination raciale, on va la vaincre grâce à l'unité des noirs conscients et des blancs conscients. Ouf! On voit que tu lis quand tu sais du Baldwin. Écoute, oui. La question que tout le monde s'attend, là. Un petit scoop pour Coconut Podcast. T'étais candidat en 2017. Là, on a les élections municipales. Ouais. Monsieur Jean Rousseau, on le sent d'attaque, hein. On le reçoit. Il sera un très bon maire de Québec. On le reçoit à Coconut Podcast. Ouais. Est-ce qu'on compte? On sait que monsieur Pierre-Luc Lachance, lui, là, il est avec QFF, Québec Fier et Fort, de monsieur Marchand. Est-ce que tu comptes te présenter ou est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis encore aux prochaines élections dans Saint-Roch? Je vais regarder autour de moi là s'il y a pas des gens qui je te donne le scoop, hein. Je l'ai jamais annoncé avant. Je me représente cette année pour le même parti, Démocratie Québec, avec Jean Rousseau. J'avais eu une divergence avec ce parti. J'étais le chef par intérim. Après 2017, Jean Rousseau, qui était l'élu, notre seul élu, m'avait proposé d'être chef par intérim du parti. J'avais accepté pour une année. Puis après, il y avait des divergences avec quelques têtes de l'INOT au sein du conseil d'administration. Fait que je me suis retiré du parti pendant 2 ans. Mais j'ai toujours gardé une bonne relation avec Jean Rousseau. Et les fondamentaux du parti, les valeurs du parti me rejoignent toujours. Fait qu'on on s'est parlé avec Jean Rousseau il y a quelques mois. Et puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et j'espère qu'on le verra à la mairie parce qu'il est très compétent, surtout en vue des enjeux qui s'en viennent, le tramway qui s'en vient. Ça prend quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît la machine municipale pour gérer un tel projet. Et je pense que Jean Rousseau a l'étoffe. Fait que voilà, on s'est parlé, je veux m'engager avec lui. Je me présente encore à Saint-Roch-Saint-Sauveur, comme en 2017, conseiller candidat à l'élection au poste de conseiller municipal pour Démocratie Québec. Alors voilà le scoop que je te réserve. Oh my God, écoutez, messieurs, dames, oui, on vient d'avoir le scoop à Coconut Podcast. Monsieur Mbahi Hadji Baraway, il se présente, oui, pour devenir le prochain candidat
dans le district de Saint-Roch. Alors là, on va avoir toute une course là avec les différents candidats qu'on aura dans le district de Saint-Roch. Scoop à Coconut Podcast. Mbaye. Oui. Tu te présentes dans Saint-Roch, il nous reste 4 minutes à l'entrevue. Les 3 pôles que tu veux véritablement travailler. On sait qu'avec la pandémie, il y a un enjeu la maladie mentale pour certains, la détresse pour d'autres, l'appauvrissement pour certains. On fait en sorte qu'on retrouve de plus en plus de gens à la rue. On a une crise du prix du logement à Québec. Ouais. Spécialement également dans Saint-Roch, où il y a eu une grande, on peut le dire après 15 ans, gentrification. Très forte gentrification. Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de gens aux prises avec des difficultés mentales qui se retrouvent laissés à eux-mêmes. Toi, est-ce que déjà ça, tu aimerais attaquer ce phénomène? On parle d'un métro, station, pas de station dans Saint-Roch, tramway, un métro léger pour d'autres. Bon, voilà, je t'écoute. Tramway, c'est nous qui l'avons proposé en 2017. C'est Démocratie Québec qui avait proposé le projet de tramway. La bombe, on lui avait posé la question pendant la campagne. Est-ce qu'il est favorable à un tramway? Non, il nous a ridiculisé pendant la campagne. Et puis, aussitôt après l'élection, il a repris notre projet. Et fait que, même si nous ne sommes pas au pouvoir, depuis 10 ans, Démocratie Québec est une force de proposition. L'investissement dans les quartiers, la lutte contre la gentrification, la végétalisation, le transport en commun, c'est les thèmes que nous avons mis de l'avant dès 2013. Alors, pour en revenir à votre question, pour Saint-Roch, Saint-Sauveur, moi, il y a 4 enjeux qui me tiennent à cœur. Premièrement, la végétalisation. Il faut planter des arbres. Si vous marchez dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, c'est le taux de canopée le plus bas de Québec. Et vous savez quoi? L'espérance de vie entre la haute ville et la basse ville est de 7 ans. C'est-à-dire que nous mourrons 7 ans plus tôt que les gens qui habitent en haute ville parce que nous n'avons la pollution, les bruits, le changement climatique, la pauvreté. Donc, moi, je trouve que c'est important de planter des arbres parce que les arbres, ça aide à lutter contre le bruit, la pollution, ça augmente l'espérance de vie, la qualité de vie, etc. Fait il faut planter beaucoup d'arbres. Ça, c'est ma première priorité. Vous avez souligné la question de l'itinérance. Il y a un sous-investissement dans l'itinérance à Québec. Le journal de Québec en a parlé, le journal Le Soleil en a parlé ce matin. Il faut investir dans l'itinérance, dans la lutte contre l'itinérance, voir tout ce qui est autour. La santé mentale, les gens qui décrochent, c'est tout ça qu'il faut voir. Je pense qu'il faut avoir une vue holistique de la question de l'itinérance. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi investir dans les logements abordables. La gentrification a attaqué Saint-Roch. On l'a perdu, la Saint-Roch, en matière de gentrification. Maintenant, c'est Saint-Sauveur. La meilleure manière de contrer la gentrification, de financer les logements abordables pour que les gens qui ont moins de ressources habitent nos quartiers. Sinon, ça va devenir le quartier des riches. N'est-ce pas? Ça, c'est mon troisième enjeu. Mon quatrième enjeu, c'est l'église de Saint-Sauveur. L'église de Saint-Sauveur a perdu son clocher. Et ça, c'est une institution dans le quartier. Il faut faire de cette église le cœur du quartier Saint-Sauveur. Et puis moi, c'est l'engagement que je vais prendre, faire de l'église de Saint-Sauveur le cœur du quartier en faisant une activité sociale, communautaire, etc. C'est en dehors de l'activité cultuelle, il faut en faire un lieu de rencontre communautaire, sociale, comme on l'a fait avec l'église Saint-Sauveur, Saint-Roch. Et il y a un autre enjeu qui me tient à cœur, mais ça c'est à l'échelle de la ville, c'est la lutte pour la dignité des personnes racisées et immigrantes. Pour moi, là, c'est important, là. C'est à Québec, l'enjeu principal, c'est le profilage racial. Contrairement à Montréal, à Québec, la police, le service de police et la ville de Québec ne reconnaissent pas le profilage racial. Or, moi, je rencontre des jeunes qui en souffrent. On ne reconnaît pas ça. On ne reconnaît pas le témoignage de ces jeunes-là. C'est comme si, non seulement la vie des Noirs ne compte pas, mais la parole des Noirs ne compte pas. Et surtout des jeunes. On dit que les jeunes ne... moi j'ai dit il faut parler de la question raciale et je comprends qu'à l'hôtel de ville il n'y a pas un conseiller municipal qui se saisit de cet enjeu-là. Moi j'espère être élu pour en parler au conseil municipal. Je pense que c'est important ça. Dans le contexte du mouvement Black Lives Matter, ne pas en parler ça serait étonnant là. Moi je trouve qu'il faut en parler. Et tous les mouvements comme le mouvement Black Lives Matter se traduisent par la représentation des minorités dans les lieux de pouvoir. Le mouvement de droit civique a fait élire des sénateurs, des représentants noirs. Il faut que Black Lives Matter arrive au même résultat. Qu'on fasse élire des femmes, des hommes issus des minorités racisées ou des communautés racisées dans les lieux de pouvoir. Parce que pour moi, là, le racisme, tout ça, c'est une question de pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir économique. Tout le reste, là, réagir à des injures nègres, par-ci, par-là, ça, c'est des distractions.
Tu sais, les croyances, l'ignorance. Non, le racisme, c'est pas l'ignorance. Non, c'est une question de pouvoir. Tu sais. Fait que là, on investit beaucoup d'énergie. Tu as vu dans l'actualité là, on parle beaucoup des petits événements là, mais ça c'est des distractions. La question principale, c'est le partage des pouvoirs politiques et économiques. C'est là il faut mettre le doigt. Tu sais. Et fait que c'est important. On a certains leviers économiques et sociaux. Voilà, on change les choses. On change les choses. On se fait respecter. On n'est plus à la traîne. Exact. Mbaye, écoute, moi j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es plus Aloko ou Poutine? Oh je ne m'attendais pas à celle-là. Poutine Aloko. Poutine Aloko. Tu sais, il y a un restaurant africain ici. Il y a un restaurant africain ici à Québec qui fait menu Poutine Aloko. Un mélange Poutine Aloko. Faut aller manger ça. La prochaine fois, je t'inviterai à aller manger Poutine Aloko. Alors moi, je suis Poutine Aloko. Ben, Mbaye, on a pris un rendez-vous annuel avec toi et Marielle Mbanga, qui fait un travail incroyable également. Une dame magnifique, j'admire beaucoup cette dame. En périnatalité des femmes immigrantes au Québec, à Québec. Ouais. Vraiment, elle fait tout un travail et on passe vous voir pour pouvoir prendre des nouvelles, le pouls un peu de la diversité à Québec. On a rencontré monsieur David Weiser aussi. Que je connais très bien. Madame Hudon. Tout un panel, là, tu sais, René Rutema. Ouais, donc, mon ami, mon frère. Bah, comme je dis, t'es branché. Ouais. Pour terminer, une suggestion de lecture, documentaire, film que tout bon cinéphile, tout bon Québécois, Québécoise se devrait de lire. Voilà, on t'écoute. J'aime beaucoup lire. Donc je vais proposer 2 livres. Ok, vas-y. Le premier livre, c'est écrit par Liliane Thuram. Ça s'appelle La pensée blanche. Je conseille tout le monde. C'est pas le footballeur, là? Exactement. Ah ouais. Il a créé la fondation Liliane Thuram contre le racisme et il fait une pédagogie magnifique contre le racisme. Sur son site, il y a des petites vidéos de 10 minutes là qu'il faut faire écouter aux jeunes. Il va dans les écoles et il sensibilise les jeunes. Il ne culpabilise pas. Il amène les jeunes par une sorte de maïotique eux-mêmes à déconstruire les préjugés qu'ils ont ingurgités. Il a écrit un livre, La pensée blanche, que moi je conseille à tout le monde. Tous ceux qui veulent connaître ce dont on parle là, la question du racisme, de vivre ensemble, tout ça, il faut lire ça, La pensée blanche. Moi j'en ai parlé, je l'ai reçu à radio, j'en ai parlé avec lui. Il y a un autre livre que le frère Webster est en train de traduire, ça s'appelle Le contrat racial, The Racial Contract, c'est en anglais, mais Webster est en train de traduire ce livre en français qui va être publié aux maisons d'édition Mémoire d'Encrier, peut-être l'année prochaine. Oui, Rodney Saint-Éloi. Rodney, avec le frère Rodney, évidemment, que voilà, je reçois ici de temps en temps. Cette année à Coconut il est magnifique, le frère. Alors, ça va paraître là. Moi, je trouve que on est à un enjeu, à un moment crucial où on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de lutte contre l'homophobie, on parle beaucoup de classisme, de capacitisme, de racisme. Moi, je trouve que les gens qui veulent, moi, je ne condamne pas les gens. Allez à la source de l'information et après décidez par vous-même. N'est-ce pas? Lisez. Donc, moi, je recommande ces 2 ouvrages-là, La pensée blanche de Liliane Thuram et puis Le contrat racial qui sera publié peut-être prochainement, là. Mémoire d'Encrier, justement. Mbaye, écoute, grande entrevue. Mais c'est grâce à un grand intervieweur. Je te suivais beaucoup, hein. Moi, je te regardais beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu as ce don d'animer. Je sais pas comment tu fais. Tu es inimitable. Écoute, tu animes très bien. Tu mets à l'aise tes invités. Tu abordes des sujets sérieux avec de manière fraternelle, simple. Je pense que je vais commencer à essayer de t'imiter à Dignité Noire. Moi aussi, on va essayer d'aller je vais essayer de t'imiter. Rectitude de Dignité Noire. Écoute, Mbaye, on s'est promené à travers le Québec. Les Inuits nous ont appris en langue Innu. Ils nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins, eux, nous disent Miigwech. Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, ils nous disent Nyawen. Par la suite, on s'est rendu dans le centre du Québec. On a rencontré les Abénakis. Eux, ils nous disent Oléone. Par la suite, Mbaye, on s'est rendu, aux îles de la Madeleine. Et là, ce sont les Mi'kmaq qui y sont. Et eux, ils nous disent Wellone. Et pour terminer, ben là, on est dans la région de Québec. La capitale francophone. Oui, mais on a les Hurons Wendat également. Et en langue Wendat, on te dit Teawek. Alors, pour te dire, au Tchad, on dit Shukran. Eh bien, moi, je te dis un grand merci. On vient de dire merci dans les différentes langues des Premières Nations que nous avons appris à Coconut Podcast. Toute une entrevue
Tu es un grand frère pour Coconut Podcast. N'hésite pas. Nous sommes juste des frères. Oui, mais... Pas de grands petits, oui, pas mais... petits. Nous sommes tous des frères. Dans nos cultures, on a le respect des aïeuls, on peut le dire comme des ça, aînés aussi, de l'aîné. Alors, on respecte là, tu sais. Donc moi, j'ai gardé ça. Puis n'importe quand, tu nous appelles à Coconut Podcast. Et puis on est à l'écoute de Mbaye parce que tu es un de ces pôles du vivre ensemble dans la région de la capitale nationale. Et ça, c'est beaucoup de respect. J'enlève même mes lunettes pour toi. Oh, quel honneur. Merci Ali. Je pense que tu fais tellement de bonnes choses. Tu as fait le tour de Québec. Tu nous donnes la parole. Je pense que c'est important ça. Sans vous les médias, ce que nous faisons ne serait pas connu. C'est important là, la présence, la contribution des médias dans nos petites luttes. Fait que c'est important de vous avoir comme allié. Puis moi, je n'hésiterai pas à te contacter pour d'autres choses, pour ma campagne électorale. L'année prochaine, j'espère que tu me verras comme conseiller municipal. Mais je remercie toute ton équipe. Puis je dis à Podcast Coconut, un grand merci. Je vous invite à aller suivre ce podcast magnifique. Incroyable, messieurs, dames. Oui, nous étions avec, mais écoutez, cet érudit de la capitale nationale qui nous a annoncé qu'il sera candidat, oui, pour Démocratie Québec, équipe Monsieur Jean Rousseau, dans le district de Saint-Roch. Toute une entrevue. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. J'en reste quoi, comme on le dit, bouche bée. Oui. Vraiment un socle à Québec. Sur ce, je vous dis comme à l'accoutumée, on se voit pour un prochain épisode de Coconut Podcast sur la route. Sur ce, on vous dit Niawen, merci, au revoir. Tchao.